pas de souci. Thiago, toi qui es tout dans le fond, tu m'entends? Ouais. Tu as levé la tête. Ça va. Ça a l'air bon. Ok. Eh ben, bienvenue. Merci d'avoir bravé la lourdeur, la chaleur. Vous voyez, on est déjà bientôt en été. Ce sera a priori le dernier meet-up Flupa de l'année, enfin de la saison. Et on est ravis de la saison qu'on a fait avec vous. Je reprends juste vite fait mes notes. On avait décidé pour finir l'année, comme Link Value nous proposait leur local, on s'est dit, bah, tiens, on va en profiter pour faire des conférences, parce que c'est le format euh, qui nous permet de vous faire découvrir aussi des professionnels, des points de vue sur un format, on va dire, un peu plus avancé que juste un échange. Et donc, ça s'est un peu improvisé sur ces dernières semaines. Donc, merci beaucoup euh, à tous nos participants, tous nos conférenciers. Donc, je vais reprendre un petit peu le programme. L'idée, aujourd'hui, le thème c'est un peu défini par lui-même. On s'est dit, l'UX, c'est bien, on a parlé du UX toute l'année. Mais en fait, l'UX tout seul, ça n'a pas de sens. C'est un liant qui se fait avec d'autres métiers, d'autres domaines. Et assez naturellement, quand on a reçu les propositions de speech, on s'est rendu compte que en fait, c'était l'UX avec quelque chose, avec un domaine particulier. C'est pour ça qu'on a appelé ça comment utiliser l'UX dans les enjeux légaux et d'organisation. Bon, je vous fais vite fait le programme. En premier lieu, on aura donc une conférence de Link Value avec Romain et Sidi qui vont nous parler de legal design. J'ai regardé un petit peu la presse, ça va être très intéressant. Je pense que c'est des questions qu'on se pose tous et un thème qui n'est pas très abordé. Ensuite, on va parler avec Olivier Sauvage donc, de lemonade.com. C'est un site d'assurance qui est plutôt pas banal, contrairement aux autres sites d'assurance. Et enfin, on parlera avec Thiago Rossa d'UX et d'agilité. On verra comment ça s'imbrique. Alors, juste avant de commencer, quelques mots. Euh, si vous ne connaissez pas, donc, on est l'association FLUPA, l'association francophone des professionnels de l'expérience utilisateur. On a 15 antennes, réparties en 4 pays, on a beaucoup de membres, de plus en plus, et on organise en fait des événements de divers formats. Donc n'hésitez pas à nous proposer et des lieux et des choses, des sujets qui pourraient vous intéresser, et nous on l'organise. On a déjà pas mal de choses qui sont prévues pour la rentrée à suivre. Euh, on organise un événement par mois. On a un peu triché en mai, il n'y en a pas eu, mais c'est bon. Un événement par mois. On est toujours quatrième. Montpellier remonte. Voilà. Mais voilà, donc on organise sur l'île et les alentours. Dernier point, hyper important, fin du mois, on a les UX Days. C'est sur 2 jours. Un premier jour avec des ateliers. Toutes les places des ateliers ont été vendues. Une soirée communautaire. Et le vendredi, ce sera des conférences avec des acteurs du marketing, de l'UX. C'est plutôt poussé. Le programme est en ligne. Il reste à peu près 150 ou 200 places, c'est-à-dire plus grand-chose. Mais si ça vous intéresse, n'hésitez pas à en parler à votre entreprise ou à vous regarder un petit peu le programme, sachant que ce sera aussi streamé en live. Bon, sur ce, je vous propose d'accueillir du coup Romain et Sidi qui vont nous parler de Legal Design. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être venus ce soir. Et, merci à Link Value du coup, de nous accueillir dans ces locaux. C'est vrai que Romain et moi, on joue un peu à domicile ce soir puisque nous sommes partenaires au sein de Link Value. Link Value, pour me présenter brièvement, en fait, c'est une agence de développement web et mobile et data science. Nous sommes basés à Paris, à Lille, bien sûr, et à Lyon. Nous sommes un peu plus d'une centaine de passionnés autour de l'innovation, du développement de projets d'innovation et notamment aussi des projets autour de thématiques émergentes comme celles que nous allons présenter du coup ce soir.
Merci bien sûr à FLUPA. C'est une association, je connais l'activité de cette association qui est passionnante, notamment pour moi en tant que juriste, donc c'est important à souligner. Sur ma gauche, nous avons Romain, qui est designer au sein de Link Value, et moi-même, qui suis juriste spécialisé sur les problématiques de droit des affaires et de droit du numérique. On peut se demander effectivement qu'est-ce qu'un juriste fait dans un meet-up consacré notamment au design, mais vous allez le voir, les deux thématiques, les deux métiers tendent à devenir vraiment liés. Et vous aurez de plus en plus de juristes qui viendront, enfin, je l'espère en tout cas, à la rencontre des designers, notamment grâce au développement de cette thématique que nous allons aborder, qui est le legal design. Donc le legal design, qu'est-ce que c'est? Quels sont les enjeux? Pourquoi cette nouvelle discipline? Quels sont les domaines d'application? Donc, parler de legal design, en fait, déjà, c'est partir d'un constat que nous faisons tous, qui concerne le droit, et c'est parler de carences au niveau du monde juridique. Et je pense que le meilleur moyen de comprendre de quoi il s'agit, c'est de partir de ce petit cas. C'est un contrat que nous avons tous souscrit à un moment donné de notre vie. Il s'agit d'un contrat de carte de crédit qui celui-ci fait 15 pages, mais en général il fait une cinquantaine de pages. Alors j'espère que vous avez tous lu avec attention l'ensemble des clauses de ce contrat lorsque vous l'avez signé lors de votre rendez-vous bancaire. Mais tout ça pour dire quoi? Imaginons que Romain, par exemple, comme tout le monde, sur Internet, du coup effectue des achats sur un site, par exemple Amazon, sauf qu'il s'agit d'un faux site Amazon, un site de phishing. Et malheureusement, bon, c'était la période de Noël, donc Romain a dépensé par exemple 4000 euros de commandes. Et malheureusement, vu qu'il s'agit d'un faux site, Romain est bien embêté puisqu'il ne voit pas ses commandes arriver. Et les 4000 euros ils sont partis en fumée dans son pays offshore, que sais-je. Donc Romain contacte sa banque un peu angoissé, et du coup, pour se faire rembourser ces fameux 4000 euros. Et là, la banque lui dit, oui, mais est-ce que vous avez, enfin, vu le cas que vous nous présentez, en application de ce contrat, ça ne va pas être possible de vous indemniser parce qu'on considère que vous avez fait preuve de négligence, comme c'est indiqué dans le contrat. C'était à vous de constater que le site, c'est un faux site Amazon. Donc c'est bien embêtant, mais sauf que Romain dit, mais à quel moment, j'ai jamais vu ça passer dans le contrat. Et c'est enfin, la raison elle est simple, c'est que la clause en question elle est noyée dans toute la paperasse administrative qui représente le contrat, dans une taille de police, un calibre 8, il ne faut pas être myope. Et donc voilà, le constat il est simple, c'est qu'aujourd'hui notre société est régie par un ensemble de règles dont la présentation et la manière de transmettre au justiciable, à l'utilisateur, pour reprendre le design, est défaillante, et ce qui représente quand même un problème sociétal important. Donc c'est une cause de grande insécurité juridique, c'est une cause qui est soulevée par les directions juridiques au sein des entreprises à travers leurs difficultés relationnelles avec d'autres types de directions au sein de l'entreprise, et c'est aussi une chose qui est vécue finalement par les cabinets d'avocats dans leur relation avec leurs clients. Donc en partant de ce constat-là, on a des remèdes qui sont apparus tout de même. On a, avant le début du legal design, on avait en fait le plain language, désolé pour mon anglais, qui était vraiment les prémices. Alors, qu'est-ce que c'est le plain language? En fait, c'était à partir d'un texte brut et donc long, on commençait déjà à instaurer des principes ergonomiques, donc des phrases un peu plus courtes, des phrases avec une certaine nomenclature, on va commencer à mettre des bullet points, on va commencer à cadrer l'information, et ce qui commence déjà à avoir un document juridique un peu lisible, mais ce n'est que le début, en tout cas ça reste quand même du texte qui peut être potentiellement complexe à écouter. Et l'une des premières démarches du legal design commence en 2009 avec la designeuse Candy Chang à New York. Alors qu'est-ce qui se passait? C'est que à New York, comme dans pas mal de grandes villes, on peut vendre en fait dans la rue. Et pour vendre dans la rue, en fait, à New York, il y a des règles. Donc potentiellement à gauche du trottoir, on peut vendre, mais à droite, on ne peut pas. Et le problème, c'est qu'il y a un bazar juridique monstrueux et les gens ne comprenaient pas en fait à quel moment ils pouvaient vendre, à quelle heure, à quel endroit, etc. Donc qu'est-ce qui s'est passé?
Candide Chang en fait a commencé à faire de l'illustration pour rendre en fait les démarches simples et pour que les vendeurs de rue connaissent leurs droits de manière vraiment efficace. Et c'est déjà dès 2009 qu'on commence à voir les premières relations au legal design. Tout à fait, et c'était déjà une démarche militante et citoyenne, une manière d'utiliser la puissance du design en fait comme vecteur de transmission du droit. Et puis par la suite, s'est développé vraiment le legal design qui a été théorisé par Margaret Hagan, qui est juriste de formation. C'était à l'université de Stanford. Je pense pas que ce soit forcément un hasard parce que c'est vrai que là-bas, ils ont vraiment une culture une approche collaborative des disciplines. Il y a la Dispool aussi, l'école de design de Stanford, où ils ont une approche assez particulière aussi. Et je pense que, enfin, Margaret Hagan a pas mal travaillé en collaboration avec des designers. En fait, elle est partie du postulat que nous avons eu tout à l'heure. Et elle a commencé à brainstormer avec eux. Et en fait, ils ont sorti vraiment un ouvrage référence, le Law by Design, qui permet vraiment de comprendre ce qu'est le legal design et qui a dressé les attributs généraux en fait de cette nouvelle discipline. Et par la suite, du coup, a été créé le Legal Design Lab en 2015 avec les trois piliers. L'aspect juridique, bien sûr, puisque tout part de là, puis l'aspect design, qui est implémenté, qui est du coup, très important dans une démarche collaborative, avec aussi une approche technologique, une approche technique, pour implémenter du coup les innovations qui en ressortent. Et ensuite, voilà, développement international du legal design avec des universités qui ont commencé à se lancer outre-Atlantique. Puis en Europe, l'Australie et la Nouvelle-Zélande sont aussi très actives. Et lorsque je parle d'Europe, c'est déjà l'Europe du Nord qui est assez précurseur en la matière, en Scandinavie, avec notamment la Finlande. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, le legal design s'est aussi développé. Pourquoi Parce qu'il y a un courant réglementaire qui est en fait favorable à une approche beaucoup plus pratique, compréhensible du droit. Je parle notamment de l'aspect compliance, de l'aspect conformité. En fait, aujourd'hui, la conformité, notamment, par exemple, dans les domaines de transparence économique, je pense à la loi 5.2, oblige le juriste finalement à sortir de son aspect technicien du droit et oblige le juriste en interne à communiquer beaucoup plus avec efficacité aux équipes non juristes pour s'assurer qu'ils aient compris les normes en question et qu'ils s'assurer que les normes sont parfaitement intégrées dans les différents process internes dans l'entreprise. Et ça demande aux juristes finalement de nouvelles compétences et ça lui demande surtout de travailler avec d'autres types d'expertise, notamment design. Et on a consacré aussi sur l'aspect protection des données à caractère personnel, avec l'arrivée et la mise en application du RGPD, règlement général sur la protection des données. Et le RGPD, en fait, il est très intéressant parce c'est la première fois finalement que le texte réglementaire oblige les concepteurs du droit, les juristes, à communiquer, à solliciter le consentement des utilisateurs par un langage juridique clair, comme on le voit, une information concise, aisément accessible et facile à comprendre, en des termes clairs et simples. Et pour aller plus loin, finalement, la CNIL, à travers un cahier d'innovation qui est paru en janvier dernier, elle a consacré vraiment une nouvelle approche avec ce qu'on appelle le triangle de la conformité, où on a le design qui est consacré au même rang que l'aspect juridique et l'aspect technique en matière de protection des données. Donc elle estime, à juste titre, que les designers ont un rôle fort à jouer et elle a d'ailleurs créé un laboratoire d'innovation qui était déjà créé, mais aujourd'hui, il y a des programmes où on demande aux designers s'inscrire dans cette démarche d'innovation collaborative avec les juristes pour définir un peu l'aspect protection des données by design, comme on dit, de la conception des projets. Dans tout ça, qu'est-ce que le legal design vraiment? Aujourd'hui, bah, potentiellement en fait. Je vais vous montrer, on a des cas d'usage à la fin. Donc, deux petites affirmations ou pas. Le legal design est une nouvelle discipline qui consiste à rajouter des éléments visuels dans la documentation juridique. Tout simplement, c'est faux. Le legal design n'est pas juste à mettre des simples illustrations sur du texte pour faire joli. Ce n'est pas le principe du design, c'est en moins le principe juridique, parce qu'en tous les cas, l'utilisateur n'arrivera pas à comprendre plus.
Et la deuxième aussi, c'est le legal design, c'est une réflexion basée sur la méthodologie du design thinking qui est appliquée au droit. C'est faux. Elle appartient en partie au design thinking, mais on peut utiliser plein d'autres méthodologies pour faire le legal design. Ce n'est pas que le design thinking, en tout cas, qui est basé dessus. Et donc, le legal design, c'est placer le droit au cœur de la création de valeur et l'innovation au sein des organisations. C'est-à-dire, qui est basé donc sur l'utilisateur. Bien sûr, le legal design est hyper important de comprendre qui sont vos utilisateurs et comment, grâce à des interviews, à de la user recherche, on va pouvoir savoir qui sont les utilisateurs et qui va utiliser ces documents juridiques. Comme le principe du design thinking ou de l'UX, c'est du test and learn, c'est-à-dire qu'on peut commencer à faire un document, on va le tester, on va voir si ça fonctionne, parce que ça reste quand même des principes juridiques, donc peut-être complexes, et au bout d'un moment de tester, on va pouvoir sortir des documents fonctionnels et utiles, et forcément utilisables par l'utilisateur final. Donc il y a de l'expérimentation. Et bien sûr, le principe du legal design, c'est de bosser avec une team mixte, c'est-à-dire pas les juristes d'un côté, qui envoient un brief aux designers d'un côté, qui font du ping-pong dans tous les sens. Non, le but du jeu, c'est toujours de travailler ensemble autour d'une table, à travers des ateliers, des workshops, afin de créer le legal design le plus approprié possible. Ce qui est assez intéressant, c'est que le legal design se base sur plusieurs styles de design. On a le premier qui est d'abord l'information, c'est-à-dire du design de documents, l'explication, de la visualisation. Après, on a aussi le product design qui va être des outils nécessaires au droit. On a aussi le service design, donc tout simplement l'organisation de service, la structuration de service qui peut être aussi par exemple juridique dans une société. On a l'organisation qui est donc toutes les pratiques nécessaires pour organiser et structurer. Et bien sûr, la base, on a le design system. Donc ça va être pouvoir prendre toutes les personnes, analyser, construire donc différentes organisations, puis différents services, des produits, etc. etc. Donc, une chose importante, qui peut paraître simple, un vrai projet de legal design doit utiliser les outils et processus du design que les designers maîtrisent. C'est-à-dire qu'un projet de legal design ne peut pas se faire sans designer. Et ça s'est déjà vu auparavant, on a déjà des informations sur Internet où on voit du legal design fait avec des juristes et sans designer. Et le but vraiment, c'est d'utiliser les designers UX, par exemple, les designers design thinking, afin de travailler ensemble en collaboration. Concernant l'écosystème du legal design. Alors les acteurs du legal design écosystème, il est en création, mais il est en pleine expansion surtout. En France, nous avons une pluralité d'acteurs. Au niveau du monde académique, en fait, nous avons essentiellement des laboratoires d'innovation au sein des universités qui, du coup, font appel à des designers pour commencer vraiment à définir des programmes de legal design, notamment au sein des écoles de droit. Je pense par exemple à des diplômes spécialisés en innovation juridique, notamment le diplôme universitaire transformation digitale du droit et legal tech de l'université Paris 2 à Assas. Et puis les écoles d'avocats qui commencent aussi à faire appel à l'expertise des designers. Je pense à l'école d'avocats par exemple de Strasbourg. Mais c'est vraiment en fait en pleine découverte, on va dire. Donc, mais je pense que d'ici les mois prochains, on va avoir de plus en plus de programmes au sein des universités. En école de design, ça commence aussi à s'implémenter progressivement. Au sein nous avons aussi bien sûr les acteurs institutionnels et les associations représentatives professionnelles. L'association française des juristes d'entreprise qui est très active sur ce sujet, puisque de toute façon ses membres étant composés des directions juridiques, ce sont finalement les premiers qui sont confrontés finalement à la transmission et à la transmission du droit et au conseil juridique, et qui volontiers entendent faire appel du coup au savoir-faire des designers pour créer de nouveaux services à valeur ajoutée qui permettent une meilleure transmission du droit. Les incubateurs de barreaux, ce sont des cellules un peu de création de projets innovants au sein des barreaux, des ordres d'avocats, pardon. Les associations comme Open Law et puis le Legal Design à Assas. Des agences des agences de legal design, on n'en a pas beaucoup
répertoriées à ce jour. On a surtout une agence qui s'appelle DOT, qui est une agence finlandaise, qui a une antenne à Paris, qui est un peu la référence actuellement, mais il n'y a pas tant que ça d'agences de legal design. Mais je pense que les mois prochains, il va y en avoir pas mal qui développeront. Des agences peut-être plus classiques de design et de communication, et des agences web, en sachant que certaines ne contiennent pas forcément d'expertise design en interne ou même de juristes, ce qui est un réel problème, puisque pour développer vraiment des projets de legal design, il faut vraiment les deux expertises. Puis il y a des legal tech qui, elles, nativement, ont cet aspect UX, finalement, expérience utilisateur, qui est déjà forte dans leur ADN, puisque ce sont des cellules d'innovation dans le droit. Nous avons bien sûr des cabinets d'avocats innovants qui commencent à développer des programmes de legal design. Et bien sûr, comme je disais, les directions juridiques qui sont engagées dans ce processus, surtout des directions juridiques finalement d'entreprises de services dans le numérique, puisque cet aspect d'innovation fait partie déjà aussi de leur objet social. Puis nous avons des cas d'application du legal design. Donc pour les designers ici, ce qui est intéressant, c'est de comprendre en fait qu'est-ce qu'on peut faire avec le legal design. Et j'espère que vous voyez bien, ça donne en fait tout simplement de la restructure d'informations par des ateliers, etc. Par exemple, avec l'agence DOT, ça doit être finlandais, ce projet. On avait juste d'abord un simple document avec plein d'informations qui déjà étaient quand même pas trop mal lisibles. Ils ont commencé en fait à catégoriser ces informations avec des pictogrammes et des catégories pictographiques, avec aussi plus de couleurs. Ça peut paraître simple, mais avec du bleu et des appels de rose, ça permet tout de suite de appeler l'œil pour avoir une meilleure lecture. On a ce qu'on connaît peut-être assez souvent Before, avec des tonnes de textes qu'on ne lira jamais. Je pense que personne d'entre nous a lu ni les conditions générales de Facebook, ni les conditions générales d'Instagram. Et après, derrière, grâce au legal design, c'est construire donc un site avec toutes ces informations-là d'une manière triée et organisée, afin que même l'utilisateur qui a besoin que d'une phrase parmi ces nombreuses pages puisse facilement la trouver. Encore un autre exemple, donc là avec encore plus de documents dans tous les sens, donc toujours la même finalité, hein. Pour l'instant on est sur du site web, mais pas pour autant en fait que c'est aussi efficace pour les utilisateurs parce qu'ils veulent peut-être rechercher l'information rapidement, de manière aussi efficace. Côté RGPD, on a Juro qui commence déjà à faire des policies, donc c'est-à-dire revoir tout le règlement du site, etc., la condition RGPD quand tout est sur G7, sans lire les conditions derrière. En fait, ils ont commencé déjà à organiser, structurer un peu l'information pour accepter au mieux. Alors forcément, ça prend un peu plus de temps, mais à la fin, en quelques coups d'œil, vous pouvez directement voir les informations que vous cherchez. Un contrat de déneigement, on l'avait trouvé c'est assez intéressant. C'est pareil, un contrat de déneigement. Je n'ai jamais été en montagne, mais dans tous les cas, on a donc pareil des diverses informations et puis du jeu après c'est par contre avec de l'illustration en fait le rendre encore plus ludique et de comprendre réellement en fait tous ces principes de déneigement. On en a encore plein là-dessus. Voilà pour la confidentialité agreement où on a d'abord pareil encore des documents que personne ne lira et à la fin c'est créer vraiment un document de print qui va être vraiment lisible et compréhensible par tous les utilisateurs, etc. Encore une fois, de l'illustration. Et donc le legal design aussi chez Value. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a commencé à en parler il y a quelques mois. On s'est dit, c'est hyper intéressant, il y a des conférences qui commencent à se faire où des avocats, des juristes sont à l'appel en fait, font des appels en fait aux designers, aux développeurs pour commencer en fait à y réfléchir et qu'est-ce qu'on peut apporter comme solution dans le droit. Personnellement, je ne suis pas très fan du droit parce que j'ai pareil comme tout le monde, j'ai un peu peur de ce qui peut se passer. Et en fait, de comprendre au fur et à mesure avec en travaillant avec des juristes, en travaillant avec CD, on peut avoir un impact graphique et d'expérience utilisateur sur le droit, ce qui permet après de rendre ça plus ludique et plus efficace. Oui, en fait, pour rebondir sur ce que dit Romain, en fait, le legal design, c'est vraiment une approche de co-construction où deux expertises, finalement, deux métiers
apprennent ensemble finalement à collaborer et à tirer de la valeur, une valeur commune. Et c'est surtout finalement le droit qui va vers le design, puisque le droit a besoin de cette nouvelle approche. C'est une révolution dans le domaine juridique parce que c'est vrai que c'est un domaine assez traditionnel dans son approche et l'innovation dans le droit, c'est vraiment quelque chose d'assez particulier, finalement assez récent. Et tous les contenus finalement juridiques ont vocation à faire appel au legal design aujourd'hui. On l'a vu dans les use cases, mais c'est pas une approche fixe. Elle est amenée à évoluer puisque c'est vraiment une approche d'innovation. Et donc on a des documents contractuels, comme on a vu la carte le contrat de carte de crédit par exemple, mais c'est l'ensemble des CGV, l'ensemble des CGU de sites internet, pas que sur internet, pour répondre à monsieur. En fait, non, pas du tout. C'est quel que soit le support, qu'il soit technique, technologique, numérique ou pas, tend à faire appel au legal design pour transformer le droit. Et en fait, comme je disais, c'est pas qu'un aspect visuel, c'est vraiment une démarche de repenser le droit, finalement la démarche du design, un peu de déconstruction, reconstruction et d'amélioration de l'existant. Les juristes aujourd'hui constatent certaines carences de leur métier et l'obligation finalement d'innover par eux-mêmes avec d'autres dans une approche collaborative. C'est vraiment une approche holistique. En fait, oui, oui, je répète la question, bien sûr. En fait, oui, c'est vrai que c'est une question très intéressante. Lorsqu'on a deux types de documents, le document finalement traditionnel avec l'ensemble des textes, des aspects juridiques consignés sur un texte, et l'autre version, la version designée, finalement avec l'ensemble des éléments de design qui sont implémentés dans le document, lequel des documents finalement est engageant juridiquement, sur lequel on va signer, apporter notre signature ou pas. Et la réponse, elle est très simple et claire. En fait, l'objectif du legal design, c'est de rendre le droit pas seulement plus compréhensible, mais plus intelligible et plus engageant. Engageant, ça veut dire quoi? C'est préserver justement la valeur juridique du document. Donc, le document designé est fait et conçu de manière à, au contraire, avoir un engagement plus éclairé de l'utilisateur. Donc, la version designée, la version travaillée en mode legal design est parfaitement engageante et c'est celle-ci que l'utilisateur, le co-contractant, le justiciable va être amené à signer. Ça peut être le cas c'est déjà le cas, hein, d'une application, par exemple, il y a des contrats sous forme d'application. Il y a des domaines, par exemple, les influenceurs, ils ne signent pas de documents papier, ce sont des applications sur lesquelles il y a des fonctionnalités qui sont pensées pour émettre un consentement au contrat. Donc c'est vraiment une approche innovante, mais l'aspect juridique est préservé et au contraire, il est renforcé. Parce que finalement, qu'est-ce qui est le plus engageant? Est-ce que c'est le fait de signer un document qu'on n'a pas lu? Ou est-ce que c'est le fait d'avoir une application qui nous permet, via par exemple une signature électronique, de valider des principes qui nous sont présentés sous forme de design? Je pense que la seconde version est la mieux, juridiquement. Elle est beaucoup plus sécurisée juridiquement. Pour ajouter un point, alors tu vas me confirmer si j'ai une bêtise, par exemple, un contrat, un CDI, ça peut être une illustration en fait. Et vous pouvez le signer de mémoire, donc l'illustration c'est aussi engageant. En France en tout cas, vous pouvez signer un CDI avec juste en illustration. Ça peut peut-être faire peur, parce qu'on a l'habitude de lire plein de textes, mais c'est vrai que même un contrat classique, vous pouvez faire juste une illustration, une BD, ça marche. En fait, c'est des choses qu'on connaît moins parce qu'on a plus l'habitude de voir que du texte. Et le but du jeu, donc, aujourd'hui, on peut innover grâce à l'illustration, grâce au design, à la méthodologie. Pour compléter, c'est exactement ça, c'est-à-dire qu'il y a des catégories juridiques de contrats, la plupart des contrats aujourd'hui, dans notre système juridique, où il n'y a pas une obligation ni de l'écrit, ni de forme particulière d'écrit, pour que le contrat ait une valeur juridique, qui soit engageant et qui soit présentable devant les tribunaux en cas de litige. C'est le principe du consensualisme. Par exemple, je peux très bien conclure un contrat avec Romain où je lui propose quelque chose, il me dit oui, je suis OK, à tel prix, c'est bon, on a validé un contrat. C'est un contrat, on n'a peut-être pas un feuillet écrit ou 50 pages de contrat, mais c'est tout de même un contrat. Donc, cette liberté contractuelle nous offre une possibilité d'innover. C'est ça. C'est-à-dire que c'est vraiment repenser la manière de concevoir même le droit, la manière de concevoir les contenus juridiques, et que finalement les juristes se plongent dans cette nouvelle approche, mais en toute humilité, on considère qu'on n'a pas notre formation ne nous permet pas d'avoir une approche efficace.
Donc on fait appel du coup volontiers à des designers qui nous prêtent main forte du coup, pour innover. Alors, ouais. Alors, dans tout cas, on parle de droit français, bien sûr. Alors, il y a vraiment plusieurs typologies de droit déjà. Il y a le droit français, le droit international, le droit américain. Déjà, si nous on se concentre dans le droit français, c'est déjà très bien. Et puis en plus, c'est notre rôle de designer, du designer, de comprendre déjà les utilisateurs cibles, grâce aux interviews, aux recherches, à travers plusieurs documents, etc. De voir en fait quelle typologie de couleurs, de gamme, de direction artistique, d'ergonomie même, on doit utiliser pour répondre en tout cas aux besoins clients. Donc c'est aussi déjà notre rôle designer de base aujourd'hui pour construire une application. On doit créer, on doit rechercher, on doit étudier, on doit même tester pour voir si ça fonctionne. Et dans tous les cas, c'est aussi une direction artistique qu'on va prendre, qu'on va concevoir et qu'on va amener. Donc, que ce soit sur une application mobile, pour un réseau social, pour autre chose, ou sur un document juridique, à la fin, c'est juste la même finalité. En fait, pour rebondir encore, les designers sont différents, les systèmes juridiques sont différents. Et on peut le voir très bien d'ailleurs, il y a le Legal Design Summit qui est organisé chaque année à Helsinki, qui réunit, je crois qu'il y avait 800 designers et juristes qui brainstormaient pendant des jours là-dessus. Les exemples et les use cases de legal design diffèrent en fonction de si on se place à Stanford, on se place à Helsinki ou au Brésil. Et c'est très bien d'ailleurs. Mais c'est pour ça que le legal design ne peut pas de toute façon se faire sans l'expertise juridique, parce que le système juridique, les règles de validité des contrats et autres, ce sont les juristes qui le connaissent. C'est pas forcément la même réalité selon qu'on soit à Paris ou à Sao Paulo. Et c'est pareil pour les designers. Chacun a aussi son approche. Et ça, je pense que ça contribue aussi à la richesse de la discipline. Et c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui, c'est encore une discipline qui est en construction. On est vraiment dans l'expérimentation et des programmes, finalement, chaque année, on voit de nouvelles conceptions du legal design qui arrivent. Mais toujours dans une démarche de qualité, c'est ce qu'il faut retenir. Est-ce qu'il y a d'autres questions liées? Oui. Voilà, attends. Oui, alors la question, c'est est-ce qu'il y a une jurisprudence aujourd'hui? Donc, en fait, est-ce que les tribunaux ont peut-être déjà validé pris position sur le legal design? En fait, c'est vrai que comme c'est une discipline émergente, on n'a pas encore de contentieux vraiment où on a où l'aspect central relève du legal design. Par contre, c'est vrai qu'il y a des professeurs de droit et des juges qui ont déjà pris position sur un aspect qui est simple, c'est que tant que le legal design sera dans une démarche de qualité fait par des juristes avec des designers pour concevoir des documents juridiques qui sont engageants, donc dont la validité juridique ne pose pas de problème, les juridictions les accueilleront et j'ai envie de dire, bien au contraire, il s'agit d'un document juridique qui est renforcé, puisqu'on considère que la personne, en ce qui s'agit d'un contrat par exemple, la personne qui a consenti à un contrat qui est retravaillé avec des designers a un consentement qui est éclairé, donc qui peut être même plus valide, dont la validité est même moins remise en cause qu'un contrat classique. Donc la position des tribunaux finalement va différer aussi en fonction des pays et des continents et des approches culturelles du droit. Mais juridiquement, il n'y a aucune règle en fait qui nous montre que le legal design n'a pas sa place dans le droit. Bien au contraire, il est là pour renforcer le droit et le rendre encore plus engageant et intelligible. Donc, c'est pour une plus grande sécurité juridique. Donc les juridictions, au contraire, elles ont tout intérêt à... Ça permettra aussi de désengorger les tribunaux de contentieux qui durent des mois et des mois sur des interprétations de clauses, des choses comme ça, puisque justement, l'aspect clarté des éléments juridiques a été retravaillé. Donc je pense qu'il y aura au contraire une approche beaucoup plus positive et un accueil positif des tribunaux. Oui, bien sûr. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que il n'y a pas tant
une première version du document, puis ensuite un travail avec des designers pour arriver à un second document. Puisque ça, c'est plus une approche où finalement, soit une direction juridique, un cabinet d'avocats vont voir des designers en leur disant, bon, on a une pile de documents, est-ce que vous pouvez nous travailler ça? On vous donne 2 mois, un cahier des charges bien établi, et puis là, on se revoit dans 2 mois et vous me faites mon document designé. Le legal design, c'est vraiment une approche collaborative où finalement, on part de zéro. C'est-à-dire que le juriste qui a besoin de design va arriver avec des problématiques qui seront retravaillées dans le cadre de workshops. C'est ce que les designers font tout le temps, c'est-à-dire qu'on retravaille des problématiques. Souvent, le client vient avec son idée bien établie et finalement, lorsqu'il ressort de workshop avec les designers, finalement, c'est pas du tout l'idée. Enfin, l'idée a été retravaillée, en tout cas, elle a été transformée. Donc finalement, il n'y a pas de V1. On arrive de zéro avec un besoin et on travaille ensemble pour arriver à une V1 collaborative. Donc, il n'y a pas deux versions de documents finalement. Il y a une version tout simplement qui part de zéro où un juriste dit bien, j'ai tel type de situation juridique à régir, j'ai tel type de contrat à travailler, et là, on arrive dans des ateliers collaboratifs. Et on a un document définitif qui est élaboré. C'est une très bonne question. C'est une très bonne question. Enfin, c'est un principe essentiel du droit normalement, l'intelligibilité de la loi elle-même. Donc, on a la direction, par exemple, des finances publiques travaille avec des designers pour la réforme récente des impôts, par exemple, pour présenter le processus juridique en matière d'impôts qui soit beaucoup plus intelligible. Donc, je ne connais pas exactement comment ils ont travaillé ces problématiques, mais en tout cas, c'est déjà une démarche forte. Donc, est-ce qu'on aura un code du travail à retravailler avec des designers? Probablement, je ne sais pas. Mais en tout cas, il n'y a pas de. Je pense que tous les domaines du droit et tous les supports juridiques ont vocation à être travaillés en mode digitalisé. Je termine juste sur ce point-là. La mairie de Paris a fait des appels en fait à des designers, à des développeurs pour commencer aussi à travailler sur le legal design. Donc, il y a déjà pas mal d'institutions publiques qui commencent un peu à s'activer, tout simplement. Alors, ouais. Alors, concernant le tag pattern dans le legal design, on n'en a pas encore vu, tout simplement. Pour l'instant, c'est, on va dire, émergent, donc on espère en tout cas que tout le monde jouera le jeu. Après, tu peux me confirmer, je pense qu'il y a quand même une protection peut-être juridique sur, je sais pas, je vais pas aller trop loin en fait dans ce domaine-là. En tout cas, pour l'instant, il y a que du positif, et c'est assez intéressant de voir plusieurs acteurs en fait commencer à travailler, des acteurs qui soient développeurs, designers et juridiques, commencent vraiment à rechercher les problématiques et à travailler. On est vraiment en pleine émergence, en tout cas. Enfin, l'une des vocations aussi du legal design, c'est finalement aussi de lutter contre les dark patterns. C'est de permettre justement, by design, dès la conception, aux designers de travailler avec des juristes. Donc, de ne pas recevoir non plus de directives d'autres types de métiers qui seraient contraires au droit, qui seraient contraires à un consentement éclairé, par exemple en matière de protection des données à caractère personnel. C'est permettre aux designers d'avoir une part active. Je vais lancer le buzzword d'éthique by design, mais c'est vraiment ça l'idée. Donc, je pense qu'un vrai programme de legal design tend justement à lutter aussi contre les biais du design, et notamment les dark UX. On vous remercie en tout cas pour cette présentation. Je voulais remercier Guillaume Bogard, qui est notre développeur, qui a travaillé avec nous pendant le lab, qui est juste derrière, parce qu'il a été proactif avec nous sur la recherche de legal design. Et aussi pour information, si vous voulez en savoir plus, on est en train de rédiger un article long et complet que je suis en train d'illustrer en fait pour le rendre un peu plus accessible, qui sera disponible très rapidement. Voilà. Merci beaucoup. Merci Romain, merci Sidi. Du coup, on enchaîne tout de suite avec Olivier Sauvage. Et son exemple de Lemonade. Merci Thierry et bonsoir. Donc je m'appelle Olivier Sauvage. Je suis fondateur et dirigeant d'une agence d'UX qui s'appelle Experience, qui est basée à Roubaix et qui sera
Je vous annonce un primeur qui sera situé à Lille d'ici moins d'un mois, donc on est très content d'arriver en centre de Lille. Et du coup, je tenais à, quand Gianni m'a demandé si je connaissais des intervenants pour parler à Meetup ou pas, j'ai dit que je pouvais peut-être tenter ma chance pour une fois. Je précise aussi accessoirement que j'ai été pistonné parce que je suis trésorier de FUPA, donc c'est facile pour moi de dire, voilà, après je me suis un peu imposé de force. Voilà. Et du coup, en fait, j'ai repensé à un site dont j'avais déjà parlé il y a un an, Connext à Lille, je ne sais pas si vous avez vu cette présentation, qui est un site qui m'a beaucoup plu parce que je l'ai trouvé vraiment innovant en termes d'expérience utilisateur, en termes de design, en termes de marketing, en termes de plein de choses en fait, par rapport à ce qu'on peut voir comme site d'assurance, en France notamment. Je précise une dernière chose, si je vous parle d'un site d'assurance, c'est parce que Experience, c'est une agence qui bosse essentiellement pour des très grosses boîtes en UX, et on accompagne notamment pas mal de monde dans le domaine de l'assurance. Donc, la BAF par exemple, GSMC que vous connaissez peut-être pas, qui est une petite mutuelle ici, mais on va aussi accompagner la SMENO, qui fait partie, MEPS, MEREP et des gens comme ça. Donc on a un peu d'expertise dans ce domaine-là. Et il faut bien comprendre que l'assurance, c'est un domaine un peu particulier dans le domaine du e-commerce, parce que c'est du e-commerce dont on parle, parce que c'est un domaine où on vend des produits que les gens ne comprennent pas, ou alors qui sont vraiment très très compliqués. Et on vend des produits qui sont extrêmement anxiogènes parce qu'en fait, quand vous signez une assurance, en gros, vous ne savez pas tellement pourquoi vous signez. En général, vous le découvrez le jour où ça ne va pas. On vous dit au téléphone qu'en fait, non, ce que vous avez, ça ne rentre pas dans la clause que vous avez signée. Je suppose que tout le monde a déjà vécu ça au moins une fois dans sa vie. Vous avez fait cambrioler, mais nombre de pots, il y avait une fenêtre qui était ouverte au troisième étage, donc hop, vous pouvez pas vous faire rembourser. Ce genre de choses, quoi. Donc, je voulais vous parler de Lemonade, en fait, qui est une start-up américaine qui est basée à New York et qui a levé beaucoup d'argent, évidemment, et qui cartonne pas mal parce qu'elle a un concept vraiment très très innovant d'assurance. Alors, vite fait, rapidement sur le produit, en fait, ils vendent qu'une seule assurance, c'est l'assurance habitation, et ils vendent quasiment que sur New York, et ils s'adressent à une population très particulière qui sont les jeunes urbains. On va voir que ça a un impact énorme évidemment sur le design du site. Ce qui est intéressant, c'est que finalement, ils ont réussi à recréer complètement le parcours utilisateur de la vente d'assurance. Et justement, quand on parle de sites d'assurance, j'ai fait au hasard quelques screenshots cet après-midi des sites qu'on peut trouver en France. Et c'est pas la peine que je vous explique que je vais vous dire quand même que tous ces sites sont extrêmement tristes, extrêmement compliqués, pas du tout attirants. Ça c'est, je sais pas qui c'est, mais Matmut. Ah, merci. On ne sait pas trop où il faut porter le regard. On voit qu'il y a plein de choses à l'écran. Graphiquement, c'est pas franchement excitant. Enfin voilà, on est bien sur un site d'assurance, hein, rassurez-vous, c'est chiant, donc on est bien arrivé sur un site d'assurance. On a pris un autre que je connaissais pas, Self Assurance. Pourquoi je l'ai pris? Parce qu'ils sont spécialisés comme Lemonade l'assurance habitation. Et ça, c'est le parcours de demande de devis en fait pour obtenir une assurance. Et vous allez voir à quel point Lemonade se différencie de ça. Et, tous les gens qui sont UX ici, je suppose que vous comprenez tout de suite qu'on est déjà sur quelque chose ici de compliqué, de pas très appétant, parce qu'on est quand même dans le domaine du marketing. Donc il faut que les choses soient quand même sexy si on veut que les gens cliquent et si on veut que les gens avancent. Donc là, c'est pas terrible à ce niveau-là. Je sais que comme analyse, ça veut dire que c'est pas terrible, c'est pas très profond comme analyse, mais j'essaie généraliste. J'en ai pris une autre, c'est aussi une assurance connue. Là, j'ai oublié de copier le logo, mais même si déjà ici on a un petit progrès au niveau de la gaieté de la page, on voit qu'il y a quelques couleurs un peu plus vives, que l'organisation est un peu mieux faite et que c'est un petit peu plus euh, limpide et clair, il n'y a pas tant d'informations que ça à l'écran. On est encore loin de ce qu'on peut arriver à faire quand on veut un site comme Luminate. Donc en fait, je voulais vous montrer ça pour que vous ayez un peu un point d'appui sur l'existant par rapport à ce qu'on pourrait faire dans le futur. En fait, il existe déjà mais aux États-Unis. Donc Limonade, c'est ça. Déjà, ce qui est intéressant à remarquer, et je vais vous parler beaucoup de marketing ce soir parce que notre métier à nous, chez Experience, c'est de l'UX, mais c'est en fait beaucoup de marketing. C'est vraiment 50-50, on mélange vraiment les deux, et on va voir que c'est complètement indissociable. Si j'ai mis en gros le logo ici, c'est juste déjà pour vous donner un peu une idée de l'état d'esprit et du ton de cette marque. C'est écrit en cursive, c'est écrit quasiment à la main. Il n'y a pas de, enfin si, il y a de majuscules, mais c'est écrit en minuscules, c'est assez simple, c'est facile à lire. Ça vous donne déjà un positionnement qui n'est pas celui qu'on trouve habituellement sur les assurances.
les choses sont plutôt carrées en général. Je ne sais pas si vous avez remarqué le logo des assurances. J'ai vu passer aujourd'hui le nouveau logo de la Maïf, je ne sais pas si vous l'avez vu. C'est extrêmement dur, c'est des triangles, enfin, c'est vraiment très très impérieux. Donc, le triangle, c'est un peu de l'ordre. Euh, Là, on est vraiment dans un discours qui est complètement différent. On va voir que ça change radicalement tout le discours du site. Parce qu'en général, le design d'un site, si on fait bien son travail de marque, il découle directement de l'esprit qui est celui qui est dégagé par le logo. Donc, le logo, là, je ne vais pas faire de la sémantique d'image, mais voilà, simplicité, proximité, parce que c'est des écritures cursives. Même le nom de l'assurance est très simple. Appeler une assurance limonade, il faut quand même être culotté. C'est comme si j'appelais au jus d'orange, ouais, orange, ouais. Non, mais jus d'orange plutôt, ou jus de pomme, enfin, je sais pas. Ouais. Je vais vous montrer d'abord quelques points différenciants et après on verra un peu dans le détail. Ce qui est intéressant aussi pour une agence comme la nôtre, c'est de voir comment on peut faire pour créer de la transfo, pour faire de la conversion, pour amener les gens justement à remplir une demande de devis et à acheter une assurance. Première chose qui est vraiment intéressante à remarquer, c'est ce design graphique. On a parlé de graphisme à l'instant, de rassurance. Là, on a quelque chose qui est complètement différent de ce qu'on trouve d'habitude. Alors, je dirais ce qui se rapproche le plus de ça en France, c'est quand même Maïf avec ses petits bonhommes bâtons. Mais en fait, c'est pas étonnant parce qu'en fait, ce genre de graphisme cherche à faire tomber un peu tous les tabous et tous les interdits sur l'assurance. C'est assez enfantin, vous pouvez le remarquer vous-même. Ça pourrait être un site pour enfants, à la limite, comme ça. C'est très basique au niveau des couleurs, du noir, du blanc, une espèce de rose fuchsia qui est assez pétant, qui est assez inhabituel dans le domaine de l'assurance, mais qui quelque part donne une note de gaieté vraiment importante. Et c'est très simple. Et en plus de ça, il y a une dimension qui est extrêmement importante et qui est pour le coup extrêmement rare dans le domaine de l'assurance, c'est qu'il y a de l'humour. Je ne sais pas si vous avez remarqué, à part Séraphin Lampion chez Tintin, en général, chez les assureurs, on ne rigole pas. Enfin, vous êtes avec un assureur du film, il n'est pas là pour se marrer et vous non plus. Pause. Et là, on a de l'humour. Donc là, on parle vous voyez, d'un appartement qui est inondé. On verra par la suite qu'il y a pas mal de formes d'humour. On fait des métaphores avec des bouts de pizza. Voilà. Et moi, je trouve que cette approche, elle est extrêmement intéressante. Évidemment, elle n'a pas été développée au hasard. C'est pas juste l'inspiration d'un graphiste qui a dit ouais, j'ai fait un coup de fun et puis on va bien se marrer. Non, je pense qu'en amont de ça, il y a forcément une étude très approfondie des personas, de la cible utilisateur. Et clairement, et c'est ce que je vous dirai après en conclusion, clairement, il n'est pas évident que ce type de graphisme, de design, puisse fonctionner auprès de n'importe quel cible utilisateur. Je pense qu'il y a des gens, au contraire, qui pourraient se dire tiens, c'est quoi ce truc, ça m'a pas l'air bien sérieux. Et je pense que c'est ça qu'il faut aussi bien mesurer quand on voit ce genre d'audace, on va dire, dans un domaine comme ça, c'est que ça ne marche pas à tous les coups. Et il faut vraiment faire attention à bien manipuler les symboles dans le bon sens. Là, clairement, on ne va pas s'adresser forcément à des gens qui ne sont pas urbains, par exemple. C'est un peu hasard, mais ça me assez cohérent. Peut-être des retraités, voilà, ou des gens qui ne sont pas de votre génération, des choses comme ça. Voilà, c'est un langage jeune. Je pense qu'il faut bien en prendre conscience et ça ne marche pas forcément auprès de tout le monde. Alors ensuite, ce qui est vraiment intéressant, et ce qui est vraiment, à mon avis, le point fort, et pour le coup, qu'on peut reproduire largement à d'autres sites, c'est tout ce qui c'est cette simplicité, cette clarté qu'on ressent tout de suite quand on regarde Lemonade. Alors, vous savez qu'aux États-Unis, la plupart des gens, maintenant, enfin, la majorité d'utilisateurs qui sont sur smartphone, je vous invite aussi à aller voir la version sur smartphone, parce qu'elle est tout aussi simple, tout aussi claire, tout aussi limpide. Et évidemment, là, c'est un peu pour la bonne cause que je vous présente les écrans de desktop, j'aurais dû vous présenter les écrans de smartphone, parce qu'en réalité, c'est comme ça que les gens voient les choses. C'est plus vraiment là-dessus, notamment si on parle de personnes jeunes. Et donc, c'est plus facile de comprendre ici la clarté. Pourquoi? Parce qu'on voit qu'effectivement, à l'écran, concrètement, là, c'est un écran de MacBook le plus simple, on voit qu'il n'y a pas grand-chose comme info. Rappelez-vous ce que je vous ai montré tout à l'heure, les premières slides sur les assurances françaises, on voit tout de suite la différence extrêmement flagrante. Donc ça, c'est important. C'est important parce que ça veut dire qu'on adopte un vrai langage du web. Sur le web, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce livre, La civilisation du poisson rouge, ça vient de sortir. C'est un livre qui critique, enfin qui commence par vous expliquer qu'en fait, avec les réseaux sociaux, avec Internet, etc., notre capacité d'attention est descendue quasiment à celle du poisson rouge. Je ne sais pas si vous connaissez les capacités d'attention du poisson rouge. Presque 7 secondes. Alors l'auteur du livre dit que c'est 8 secondes. Ce n'est pas énorme,
Et paraît-il que nous, on serait à 9 secondes depuis l'invention des réseaux sociaux. Ce qui est vraiment pas beaucoup pour l'être humain. Bon, après, c'est à prendre avec des pincettes, ce genre de chiffres. Mais c'est intéressant parce que ça traduit une chose. Et je pense que ça, il ne faut pas l'oublier. On vit dans une époque, et on va y être de plus en plus, où l'attention va être effectivement une denrée extrêmement rare. Capter l'attention des gens, c'est extrêmement compliqué de nos jours. Regardez-vous vous-même en train de consulter votre smartphone, combien de fois vous le faites par jour, quelle quantité d'informations vous captez à chaque fois que vous regardez votre smartphone, vous allez vous rendre compte que votre attention, elle n'est pas énorme. Donc, la grosse difficulté pour toutes les marques, et c'est pas vrai que pour les restaurants, c'est vrai pour tout le monde, c'est comment on fait pour capter l'attention. Il y a plein de méthodes. Et nous, UX Designer, notre arme, c'est le visuel, le côté vocal. Et on doit travailler dans ce sens-là. Donc, produire des interfaces qui vont droit au but, qui sont très rapides à lire. Et d'ailleurs, si on se rappelle ce qui a été dit dans l'intervention précédente, finalement, c'est ni plus ni moins que la même chose. C'est en fait prendre des éléments complexes de marketing, de vente, etc., et les simplifier le plus possible en y ajoutant forcément dans le marketing une touche un peu d'attractivité. Ça, c'est important. On n'est pas là non plus. On vend des choses, donc un côté un peu fun, mais il faut simplifier. Et là, on voit vraiment que on retrouve plein de règles en fait, que vous pouvez retrouver dans plein de livres, de blogs, ou des gens qui vous conseillent sur la simplicité. Et c'est vrai que c'est toujours les mêmes. C'est une seule action visible à l'écran. C'est pour ça qu'on a vraiment le bouton d'action principal et un seul qui est visible à l'écran. Des phrases extrêmement courtes et à l'impératif. C'est plus facile en anglais à faire en anglais qu'à faire en français. Vraiment des phrases très très courtes. Vous voyez que sous le titre principal, on a un petit baseline, Instant Everything, Killer Prices, Big Heart. C'est même pas des phrases, c'est du style télégraphique. Ça, c'est vraiment important de le retenir. Et c'est d'autant plus vrai que sur smartphone, lire des phrases longues, d'abord, vous n'avez pas la place pour les écrire, c'est plus dur à mémoriser. Donc, il faut vraiment simplifier, simplifier, simplifier. Franchement, c'est pas nouveau. Je pense pas que je vous apprenne quelque chose, mais j'ai l'impression qu'on ne le fait pas. Quand je regarde beaucoup de sites qui sortent encore aujourd'hui, on ne le fait pas, on ne simplifie pas, on oublie d'écrire en ce style télégraphique, on oublie de simplifier les phrases, et on se retrouve toujours avec des tartines sur les écrans. Malheureusement, ça ne sert à rien. Les tartines, il faut les mettre, mais pas tout de suite. Il faut attendre. Et on va voir après comment on traite un peu graphiquement les tartines. Donc là, simplicité, clarté, etc. Je pense que c'est assez simple. Un peu de rassurance avec du logo en bas, évidemment, ça marche toujours. Et puis, on va voir après l'utilisation de la vidéo. Et ben, finalement, je vous avais fait quand même une capture d'écran sur mobile. Vous voyez finalement que c'est encore plus simple sur mobile, puisqu'on n'a pas vu les logos pour la rassurance. Mais on voit que tous les éléments précédents de l'écran sur ordi rentrent parfaitement sur l'écran mobile. Et que si on prend un peu de recul par rapport à ça, on se rend bien compte que ce qu'on avait envie de mettre, de faire passer comme message sur le desktop, on le retrouve exactement sur mobile. C'est vraiment ISO, il n'y a pas de sacrifice. C'est-à-dire que je n'ai pas des contenus en moins sur mon écran mobile. Ça, c'est vraiment important aussi d'arriver à faire ce travail-là, d'avoir des comportements et des contenus ISO d'une interface à l'autre. Parce que souvent, on a pas l'habitude de sacrifier sur mobile. Là, c'est pas le cas. Pour aller un petit peu plus loin, je ne sais pas si vous êtes allé voir le site avant cette présentation ce soir. Je voulais vous montrer qu'ils ont vraiment poussé le concept de la simplicité, de la brièveté, de la sobriété le plus loin possible. Et on va le retrouver par exemple dans la courte vidéo qu'ils ont mis sur la page d'accueil. On n'avait pas le son, mais c'est pas très grave, c'est juste une bonne nasillard. C'est très grave. Mais regardez en fait comme on est cohérent avec tout le reste du design du site. Les animations sont fun, elles sont drôles, ça rebondit. Il y a des effets comme ça de rebondissement très sympathiques. Les dessins sont extrêmement simples. On retrouve ce graphisme coloré rose, noir et blanc tout simplement. Et on termine sur le slogan de la marque. Et en même temps, en fait, on termine juste sur le logo. Ouais. Et alors, ce qui est intéressant dans cette vidéo, c'est qu'en fait, elle peut être utilisée sur plein de supports différents. Et ça, je trouve que c'est aussi très très important. On peut très facilement la regarder. Là, c'est sur écran d'ordinateur, mais on peut très facilement la regarder sur mobile. On peut très bien s'en servir comme une page de publicité. Et ça, c'est aussi une notion qui est vraiment importante et qu'on ne retrouve pas souvent. C'est que quand on pense à une vidéo comme ça, elle est pensée tout de suite multicanal. Quoi. Et elle fonctionne vraiment bien sur tous les canaux. Et j'avais un truc à vous dire plus, mais il n'y a pas à faire. Pas grave.
Voilà. Donc, ça, de toute façon, c'est vraiment la chose la plus importante à retenir de Lemonade, cette espèce de, je pense que vous ressentez quand vous regardez, il y a une espèce de dynamisme, d'électricité dans l'air. En fait, c'est frais, c'est jeune, c'est dynamique, c'est des couleurs, c'est du graphisme. Et tout ça, ça crée une atmosphère qui est très incitative, etc., pour engager l'utilisateur. Parce que la première chose qu'il veut faire, en fait, quand on arrive sur un site, c'est l'engager. Et pour ça, il y a rien de mieux à faire que d'avoir quelque chose qui soit agréable à regarder à l'œil. Ça, c'est un sujet qu'on évoque souvent. Et ce matin, j'étais en rendez-vous avec une boîte informatique qui fait du tableau, c'est une chose, c'est la business intelligence. C'est qu'on sur les pilotes de reporting. Et en fait, notre discussion, c'est comment on peut faire pour rendre sexy, attractif, reporting, vraiment designer les rapports. Et on disait que c'était vachement intéressant à concevoir pour les gens qui regardent les rapports, et aussi pour les commerciaux qui font faire des démonstrations des reporting au client, parce qu'en fait, ce côté attractif et esthétique des choses, ça a un aspect, c'est un effet aspirant en fait, sur l'utilisateur, ça attire son attention, ça les capte. Et ça, c'est la première chose qu'on doit arriver à faire, capter l'attention. Pour ceux qui ont fait du marketing ici, je ne sais pas si vous connaissez le principe AIDA, attention, attention, désir, action. C'est un concept marketing qui consiste à décortiquer en fait le processus de vente en 4 actions. On a attiré l'attention, créer l'intention chez l'utilisateur, créer le désir et ensuite le faire agir. Le A de AIDA, c'est le design graphique qui permet d'attirer l'attention, de capter l'attention de l'utilisateur. Une fois qu'on a réussi à capter son attention, il ne faut pas croire qu'il va cliquer et aller joyeusement donner son numéro de carte bleue et payer les $25 par rapport à l'assurance sa maison. En réalité, il ne va pas venir qu'une fois, il va venir plusieurs fois. Il va très certainement comparer votre offre avec énormément d'autres offres. Il va venir plusieurs sur public. Et c'est là que vous devez être un peu plus intelligent que la moyenne et que vous devez commencer à arriver à mettre en ligne, à pousser des contenus qui soient complexes. Donc, encore une fois, un peu sur le juridique, parce qu'avec l'assurance, c'est particulièrement complexe en général. Donc, plein de petits trucs, plein de petits trucs, pas forcément facile à lire. Et donc là, il faut arriver à être persuasif et à ne pas faire peur à l'utilisateur. Alors pour ça, il y a 2 dispositifs sur le site de Lemonade. Il y en a un, je trouve pas très réussi, et l'autre pas. J'adore regarder le juridique et dire est-ce que je ne suis pas trompé. Mais sur l'onglet en fait FAQ ici, où il répond à plein de questions qu'on peut se poser. Et en fait, assez bêtement, on trouve une mise en forme très très basique. On ne voit pas très bien, mais en fait, c'est des textes extrêmement longs, des questions qui s'enchaînent. Sont très très belle mise en forme. Je trouve ça un petit peu dommage. Ça aurait mérité beaucoup plus de travail de mise en forme justement pour arriver à expliquer différents concepts, répondre à différentes questions. Assez curieusement, ça n'avait pas été fait sur cette partie-là. Par contre, ça a été beaucoup mieux fait à ce niveau, et ça, c'est des dispositifs graphiques qui sont utilisés sur tout le site. Ça va parler à monsieur ici, parce qu'en fait, l'idée, c'est que plutôt que de se lancer dans des grandes explications parfois pour expliquer un produit, pour l'argumenter, Lemonade va utiliser énormément de dessins. C'est pas forcément gagné quand on parle d'assurance sur les dessins pour expliquer des concepts. Les concepts en image, c'est jamais très très simple à expliquer. Et bien là, ce qu'ils ont fait, c'est qu'en fait, ils ont pris chaque argument, chaque élément de concept de l'assurance, et ils l'ont quasiment transformé en bande dessinée ou en signe graphique. Je parle de signe graphique, par exemple, je ici les chiffres, pas secondes, qui sont des choses qui sont extrêmement faciles à lire et à digérer, digérer pour le cerveau. Et ça nous permet de picorer en fait, le regard la page et d'arriver à se renseigner et à emmagasiner énormément d'informations extrêmement rapidement. Autre point fort, par exemple, c'est comment le remboursement, la réclamation. Comment en fait la réclamation est faite. Tout le monde sait très bien, tout de suite, qu'il y a des réclamations pour l'expérience. Avec le discours psychiatre, c'est souvent très compliqué. Il faut que ça passe bien, mais pas bien. Et donc, il faut beaucoup travailler la rassurance, justement, à l'utilisation des petits dessins, qui décortiquent en fait le processus de réclamation. Ça, je trouve ça vraiment très très fort. Moi, c'est quelque chose qui est assez service. Le e-commerce, c'est je sais pas, parce que le processus de livraison, le processus de fonctionnement. Et là, on voit qu'on réussit à
fait un langage graphique extrêmement simple, extrêmement parlant, presque des hiéroglyphes. Et ça permet en fait d'accélérer la lecture de l'utilisateur. Finalement, à pas besoin de lire le texte, simplement regarder des images, lire un petit peu de lecture même, et ça permet vraiment d'avoir une navigation extrêmement rapide du regard. Je ne sais pas si y en a qui ont déjà testé par exemple, par exemple. Je ne sais pas si vous avez déjà suivi le regard à l'écran. En général, ça picore énormément dans tous les sens. Une fois que vous avez c'est favoriser ce picorage pour aller comprendre plus vite ce qui se passe sur l'interface. Alors on retrouve un peu le même principe. J'ai appelé ça en haut fragmentation du discours. J'aime bien cette notion de fragmenter les idées en morceaux. En fait, on prédigère l'information, on la recrache sous forme de dessin, parce que tu as une phrase compliquée, ça fait super un petit dessin très rapide à aller. Ça fait penser à un truc que je vais reproduire de petite expérience vécue justement sur cette problématique de rassurance, de fragmentation du discours, de fragmentation de l'information, qui rejoint des problèmes juridiques. On va aller travailler pour l'organisme de crédit très connu du CFE. Je ne sais pas si vous savez, vous savez qu'il y a des obligations légales très très fortes pour l'organisme de crédit, d'affichage de règles, d'explications, etc. Ça marche. Il y a une phrase qui était si vous prenez un crédit de 20 000 euros sur 5 ans, alors je vais rembourser la somme sur le boîte. Et ce qu'elle fait au mieux, c'est qu'elle va respecter la règle. Vous avez mis cette phrase, vous avez une coupe de décoffrage, petit caractère suivant, le nom qui est par utilisateur, et on va tester ce par utilisateur, on s'est rendu compte que les gens, c'est bien cette phrase, qui avait exactement l'effet inverse de celle que la première phrase, faisait peur aux gens. Elle ne comprenait pas comment elle ne pas, et puis c'était ce fait, ça peut alors c'était l'éducation. Elle a retravaillé, c'est posé la question, c'est pas du tout ça, retravaillé, et on a fait un peu ça, on a fait des petits dessins, et on a retravaillé entièrement la mise en forme de cette phrase, on l'a séparée en petits morceaux, de manière à ce que chaque élément, le sens de la phrase, puisse être pris dépendamment des niveaux. Ah, il va se passer des lignes, il va sauter des lignes, des bullet lists, des images, etc. pour renforcer la phrase. Et on a refait un test utilisateur. Là, il s'est passé heureusement, les gens, les testeurs, revoyaient cette phrase-là, ils disaient innocemment, ah mais j'aime bien cette phrase, parce que ça m'aide à comprendre. C'était exactement la même chose. Ce qui avait changé entre les deux, c'était vraiment la mémoire et la fragmentation des idées. C'est exactement le même principe. Donc ici, il faut vraiment savoir utiliser à foison le design, des problématiques qui sont complexes pour les comme les problématiques de science. Et après, c'est quand même le cas dans les problématiques de vente. C'est un petit peu euh, donc on a vu comment on pouvait capter l'attention, première chose. On a vu comment on pouvait faire pour expliquer les choses aux gens. Et on a évoqué que le désir, en fait, et la transformation. Je vais un petit peu plus vite là-dessus parce que j'ai passé beaucoup de temps de décortiquer le tunnel de Leid. Et en fait, si vous n'avez pas essayé, vous rappelez la page d'accueil de Google, vous rappelez que c'est le bouton rose qui est le page. Si vous cliquez dessus, ça vous lance un processus de commande. Ça va extrêmement vite. C'est pas ça que j'ai découvert par hasard, mais ça ne peut pas utiliser. Une fois qu'ils ont compris, ils vont l'utiliser. Et ce tunnel de conversion est extrêmement efficace. C'était moi-même. Il y a 7 étapes. Ça paraît beaucoup cette étape. Chaque étape ne demande qu'une seule information. En fait, on a un formulaire avec 7 champs qui est séparé en 7 écrans. On retrouve cette tonalité un petit peu
transversale. Et puis, si vous voyez bien sur le 5e écran, là, le vidéo en bas, une fois que vous avez rempli 2-3 informations, ça va vraiment très très vite. Il faut savoir aussi une chose d'ailleurs. En fait, derrière, il y a un peu d'intelligence artificielle, c'est un peu de magique du mode, mais en fait, c'est très important parce que cette intelligence artificielle leur permet de faire des évaluations très très précises du risque que vous représentez pour eux. Donc, c'est-à-dire qu'ils sont capables, en temps réel, de faire une offre chiffre précis. On ne peut pas faire beaucoup d'assureurs. L'assureur, il a besoin d'étudier le dossier, de pas sur ces notations. Là, ils peuvent aller beaucoup plus vite grâce aux algorithmes, les bases de données, et puis, ce qui est vachement marrant et intéressant, c'est qu'une fois que vous avez pris le bouton rose incitatif, vous cliquez dessus, là vous avez une interface de paiement très facile. Je ne sais plus laquelle c'est, mais pareil, elle est extrêmement simplifiée, plus incitative, etc. Donc pour cette étape, l'assurance, c'est payé aussi. Ça m'a pris, honnêtement, moi je l'ai fait, ça prend 2 minutes, ça ne même pas 2 minutes. C'est extrêmement rapide. Et c'est ce que demandent en fait les gens. Les gens qui habitent à New York, qui courent toute la journée, on peut imaginer, qui sont jeunes, qui n'ont pas le temps, leur vie est bouffée par les réseaux sociaux, pouvoir obtenir une assurance en moins de 1 minute 30, c'est exactement ce qu'ils réclament. Vous voyez qu'on est vraiment dans l'air du temps. Et juste, ouais, je ne sais pas les données du smartphone en lui-même, ça je ne sais pas. Peut-être, je sais, mais c'est les États-Unis, donc c'est pas tout à fait comme chez nous. À mon avis, ils récupèrent tout. Et après, tu as plein de pubs spécialisées. Juste pour le fun, puisque j'ai testé la même chose sur, alors je sais plus, je crois que c'était AXA, le site web mobile d'AXA. 10 étapes qui sont beaucoup plus compliquées, beaucoup plus longues, beaucoup plus d'informations. Et puis pour finir, en fait, vous tombez sur juste, je ne peux pas vous donner un prix, mais il y a un agent commercial de AXA qui va vous appeler. Moi, il m'a appelé 2 jours plus tard, et je lui demande, ça ne m'intéresse pas. Mais c'est pour vous montrer un peu la différence là, entre un truc qui dure 1 minute 30 et quelque chose qui dure 2 jours et demi à peu près d'expérience utilisateur. Donc après, je ne suis pas en train de dire que tout le monde doit faire comme limonade, que c'est facile, voilà. Mais ça vous montre un peu ce qu'attend une certaine catégorie de la population qui veulent une assurance et ce qu'on peut mettre en œuvre comme type de solution pour y arriver. Alors maintenant, je me suis un peu amusé à moquer les assureurs, il y en a qui font très bien leur boulot, notamment les clients, je ne sais pas si vous trouvez mieux, et surtout parce qu'il y a il y a beaucoup d'assurances en France, je ne les connais pas toutes, mais en tout cas les grosses aujourd'hui c'est pas du tout sur ce niveau-là de perfection. Et enfin pour finir, un aspect que j'ai l'impression qu'on néglige souvent quand on fait du UX research ou du UX design, c'est toute la partie optimisation des médias et rapidité de téléchargement. Là pareil, j'ai fait un peu de news avec Google Chrome et j'ai regardé un peu, j'ai fait un peu des simulations, vous savez, de téléchargement sur smartphone pour voir comment s'affichait la page de Limonade. J'ai fait la même chose avec un site concurrent. Je ne sais pas si c'est très limpide ce que vous voyez, mais regardez bien en fait la ligne du haut qui vous indique en fait le temps de déroulement du téléchargement de la page. Alors, je ne sais plus sur quelle vitesse de connexion j'ai fait, peu importe. Et ce que vous constatez, c'est qu'au bout de 27 millisecondes, on a déjà la page complète qui est affichée chez Limonade. Est-ce que c'est vraiment vrai? Ça me paraît un peu faible, mais peu importe. Donc c'est extrêmement rapide. Et je vous rappelle que ce qui est important dans ce domaine-là, c'est vrai pour tous les sites de e-commerce notamment, c'est qu'il faut afficher le plus vite possible quelque chose à l'écran, notamment au-dessus de la ligne de flottaison, et si possible un bouton d'action, quelque chose qui va inciter l'utilisateur à agir. C'est pas pour rien, c'est parce qu'encore une fois, on les fait rentrer dans le flow, vous savez, le fameux flow des joueurs de jeux vidéo. On veut les faire agir, on veut les engager. Et donc, on peut supposer que Lemonade fait un travail d'optimisation qui est vraiment énorme au niveau du téléchargement des médias. Et je vous rappelle que ce n'est pas une question de poids des médias, c'est une question de codage, d'arriver en codant à amener le plus vite possible les éléments les plus importants de la page qui vont être vus en premier par l'utilisateur. C'est un travail qui est extrêmement fin, extrêmement compliqué à réaliser, mais qui est carrément indispensable. Si vous travaillez sur des très gros sites, ça a vraiment un impact important. Et si on compare avec ce qui se passe en bas, qui est de la page de cet outil, alors oubliez la première slide parce qu'en fait elle est fausse, 6 millisecondes c'est pas vrai, c'est parce que la page était déjà dans le cache. En fait, si vous comparez, la page du site concurrent qui est un site français s'affiche en réalité au bout de 1 seconde 28.
Ce qui est déjà honnêtement une très très bonne performance, parce qu'en fait, on considère qu'entre 1 et 3 secondes, ça va. L'expérience de navigation n'est pas trop lente. Et l'idéal, c'est de faire en moins de 1 seconde. Ce que je voulais simplement souligner à travers ça, c'est que, en fait, il y a une corrélation extrêmement forte entre le design de votre site et son temps de téléchargement. Et si Lemonade est aussi simple, c'est aussi parce que la simplicité permet d'aller plus vite en termes de téléchargement. Ça, c'est vraiment important. Et je pense, il y en a qui sauront de quoi je parle, que c'est très important d'arriver à faire collaborer entre eux les UX designers, les UI designers et les développeurs front-end, les intégrateurs, pour arriver à faire ce niveau de performance. Parce que si vous ne les faites pas travailler entre eux, vous n'arriverez pas à le faire de toute façon. Et il y a aussi quelque chose qui est important là-dedans, c'est que les UX ou UI designers n'ont pas toujours conscience de cette problématique du temps de téléchargement, parce qu'ils ne savent pas concrètement ce qu'ils peuvent faire pour alléger les pages, alors que ça fait vraiment partie de leur. J'avais mis un autre truc, je ne sais pas pourquoi. Ah oui, c'était la partie sur desktop. Je ne fais pas de commentaires, c'est à peu près la même chose. On voit que c'est plus long sur le. On voit que c'est très rapide sur la partie Lemonade et un peu plus lent sur la partie de la marque. Alors juste pour terminer, ce rapide tour d'horizon, parce que c'était très, très, très rapide, la question qu'on peut se poser, c'est celle que j'ai amenée au démarrage de cette présentation, c'est est-ce que finalement Lemonade, c'est un modèle à suivre? Est-ce qu'on peut tous faire la même chose ou pas? Hormis le fait que c'est pas bien copié, je veux dire, c'est est-ce qu'on doit tous être simple, est-ce qu'on doit tous être rapide, est-ce qu'on doit tous être fun, rigolo, etc., etc. Alors il y a clairement des choses qui prêchent pour. Déjà, moi je trouve que prendre des risques et être disruptif, si vous le faites bien, c'est toujours une bonne chose. Il faut savoir le faire. Il faut avoir aussi des bonnes raisons de le faire. Il ne faut pas être disruptif pour être disruptif, ça ne sert à rien. Il faut vraiment qu'il y ait une opportunité de marché pour pouvoir le faire. Mais là, c'est ce que fait Lemonade, et moi, je trouve qu'il est souvent parvenu. Oui, pour tout ce qui est clarté, simplicité, ce que j'appelle la pédagogie, c'est cette façon justement de décortiquer l'information, de la mâchonner, de la rendre en petits morceaux, de la fragmenter et de la rendre simple à appréhender. Ça, c'est vraiment des choses que vous pouvez retenir et que vous pouvez réutiliser à foison sur tous les sites que vous faites, que ce soit pour du public, que ce soit pour du privé, que ce soit pour un site d'information ou un site de e-commerce. Je pense que ça doit être fait comme ça. Et puis, j'ai beaucoup d'interférences là. Évidemment, pour aussi le côté, c'est en ça aussi que je trouve que le marketing et l'UX, ça dit bien souvent. Pour le côté marketing, on a vraiment quelque chose qui est incitatif, qui est fun, qui attire l'attention. Je pense qu'on ne peut pas rester indifférent à un design comme ça. Alors après, ça peut tout à fait déplaire à tout un tas de gens, mais c'est un design qui est tranchant et qui est pétillant. Moi, je le vois comme ça. C'est une bonne chose, donc c'est aussi une voie d'un point de vue graphique qui est à explorer. Après, on ne peut pas non plus dire que Lemonade convienne à tout le monde forcément, pour plusieurs raisons aussi. C'est ce que je vous disais en introduction, c'est que clairement, on s'adresse à un public spécifique. Je ne suis pas sûr que ça plaise à tout le monde. On pourrait faire le test, hein, on pourrait faire une étude là-dessus. Ce qui veut dire que c'est un site qui est clairement très segmentant et donc qui va évacuer toute une partie de la population. Mais c'est pas grave, du moment qu'on est en cohérence avec son ADN de marque. Oui, alors ce deuxième point aussi qui est extrêmement important, notamment dans les assurances. Juste sur ce point, et je vais essayer d'aller, je ne sais pas quelle heure il est, mais allez, mais quand même, je la raconte celle-là. Pour les assurances, simplicité n'est pas forcément synonyme de confiance. Juste pour info, on avait fait des tests utilisateurs pour un grand assureur du Nord, Malakoff Médéric. On avait testé différents formulaires de souscription pour des demandes de devis d'assurance. On avait le formulaire de base, on avait un formulaire très simplifié sur lequel on avait beaucoup travaillé et tout on était très content. Et un autre formulaire avec des options un petit peu différentes. En fait, à notre grande surprise, le formulaire qu'on adorait parce qu'il était beaucoup plus simple et ressemblait dans l'esprit à celui de Lemonade n'a pas du tout plu à nos testeurs qui nous ont dit que ça faisait pas du tout sérieux et que c'était pas bien pour un site d'assurance. Là, c'est un phénomène extrêmement important, encore une fois, c'est quel est votre langage graphique, quel est votre langage visuel et est-ce qu'il est vraiment adapté à vos utilisateurs. Et aussi, qu'est-ce que vous projetez comme image. C'est vrai qu'un assureur, par exemple, qui serait en tongs avec un short rose et juste un t-shirt blanc, peut-être que vous ne lui feriez pas confiance. En tout cas, peut-être vous, mais moi peut-être pas. Mais par contre, s'il était en costume cravate, peut-être qu'il donnerait plus confiance à d'autres personnes. Donc, faites attention à votre langage graphique. Il a forcément un impact sur votre site. Et enfin, il y a
quelque chose qui est très avantageux pour Lemonade et que nous pas les autres assurances, c'est qu'en fait, ils vendent qu'un seul produit. Alors évidemment, c'est beaucoup plus simple de faire une interface simple, rapide, claire et rapide. Quand on a qu'un seul produit, que quand on en a 50, comme c'est le cas chez la plupart des assureurs. C'est pour ça qu'on n'est pas forcément obligé de copier tout ce qu'il y a sur Lemonade. Et voilà, je vous remercie beaucoup de votre attention. On a le temps pour des questions ou pas? Non, pas de questions. Pas de souci. Non, mais il y aura de toute façon un petit échange après la troisième conférence. Je vous invite à garder votre attention, intention, désir et action pour cette dernière conférence et on accueille Thiago. N'hésitez pas à ouvrir les fenêtres si vous avez trop de choses. Bonjour à tous et à toutes, ou à toutes et à tous. Moi, je suis Thiago, je suis brésilien. Vous avez déjà perçu que mon niveau de français n'est pas au rendez-vous comme le dernier speaker. Je vais faire mon mieux pour que moi je peux me faire clair. Merci pour la lumière, parce que je suis pas sûr que les niveaux de contraste étaient bien avec la lumière allumée. Bon, moi je travaille chez ADO, c'est la boîte qui vous connaissez peut-être déjà. Voilà, pas besoin de vous briefer. Moi, je travaille avec les designs, ça fait 15 années déjà, et dans les équipes agiles, ça fait à peu près 12. Et j'ai quelques croissances. Je vous promets que ça, c'est les seuls designs en anglais. Après, je me mets au fond en français. Voilà. Je crois que design et research ne peuvent pas être séparés. Les bons UX, les bonnes expériences, elle est bonne en production. Et la phase 2, c'est la plus grande mentir, c'est ça? C'est comme ça qu'on dit? C'est ça. In software development, dans le développement de software, des logiciels, voilà. Ça, c'est une phrase de Jeff Gothelf. C'est un collègue qui a écrit pas mal de bouquins. C'est un mec très connu dans la communauté aussi. Et là, aujourd'hui, on va parler de l'UX et l'agilité. Et plutôt, comment on peut combiner les principes de ces deux sujets pour offrir de bonnes expériences en production. Et là, je vais diviser un peu cette phrase en deux parties. La première, je vais souligner la partie en production. Et pourquoi on parle de la production plutôt? Parce qu'en fait, quand je vois dans les équipes, normalement au Brésil, en France, aux États-Unis, l'UX et l'agilité sont parfois placés dans les différents silos. Parfois, on dit que la partie agile, c'est le dev, et la partie UX, c'est un peu un monde à part, où on bosse un sprint avant, 10 sprints avant, on bosse avec les PO, et après, on bascule les spécifications pour les devs, et voilà. Peut-être qu'on bosse avec les devs, mais c'est eux qui nous donnent exactement les interactions qu'on doit faire par rapport à les choses qu'ils ont déjà développées les sprints passés, et on doit juste remplir avec un couleur les trucs. Et au fond, en fait, un outcome qui s'agère, c'est un peu sa vision. J'aime bien cette film qui, en fait, on a l'UX qui parfois arrive et dit, bah écoute, tiens, la spec, elle est là. Et bon courage, mec. Je vais prendre une bière. Salut. Plutôt, bon, ça arrive. Et les résultats, normalement, c'est quelque chose comme ça. Donc, qui paye la compte, c'est l'utilisateur final qui ne sait pas de tous ces trucs qui a passé derrière. Et là, il dit, bah putain, c'est chiant ces sites-là. Et là, quand ça remonte pour nous, c'est un peu ça. On a les UX, les devs, les PO, les équipes. Je ne sais pas dire qui est qui là-dessus. Mais peu importe, moi, je ne veux pas dans ces situations-là, parce que c'est sûr que c'est pas la bonne. Mais ça arrive très, très, très souvent. Chez nous, peut-être pas chez vous. Voilà. Pour donner un peu de contexte, quand on parle de l'UX, bon, là, ramène les maîtres. Il dit qu'en fait, l'expérience utilisateur, c'est la voie où vous expérimentez toutes les choses. C'est pas que les websites, c'est pas que les applications. On a eu bien l'exemple de Limonade. Ça vient depuis l'advertising, la publicité sur Internet, jusqu'au peut-être un truc qui arrive chez toi. Donc moi, je suis client N26.
Et putain, c'est très bien. L'expérience, depuis que j'ai cliqué sur un bouton sur Internet, jusqu'à les cartes je sais pas où là, mais il est là. Et ça marche. Et c'est très, très, très bien. Et après, on a aussi un peu les principes, les premiers principes du manifeste agile qui avait les 17 devs qui ont été en Utah, dans la montagne, en train de marcher sur slow motion. Et après, ils ont sorti des mandats, des manifestos. Mais c'est très important. En fait, notre plus haute priorité est de satisfaire les clients en livrant rapidement et régulièrement des fonctionnalités à grande valeur ajoutée. C'est joli ça. Hein? En fait, ce qu'on doit faire pour arriver à ça, c'est très simple. Et en même temps, c'est très, 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 très complexe. C'est teamwork. Donc, on a un peu vu ça avec nos collègues de legal design. Putain, c'est génial ça d'avoir les juristes avec les designs, avec les devs. Je crois qu'il y a un dev ici, donc salut mec. La force, on t'aime bien. Et on espère que toi nous aimes bien aussi. Mais c'est ça. Que ce soit les cross-functional teams, des squads, des feature teams, des collectifs, bref, on s'en fout pour les noms. C'est les gars qui se mettent ensemble, avec les nanas aussi de l'équipe, pour bien amener du valeur pour les clients finaux. Et c'est une phrase qu'elle peut être comprise d'une façon un peu négative, que le design est très important pour laisser que au design pour le faire. Mais en fait, c'est vrai. C'est un sujet très très important et quand on peut le traiter avec des autres personnes qui sont autour, notre vie elle est plus simple. Il y en a plus heureuse ce qu'on fait. Ça ne veut pas du tout dire qu'on n'a pas besoin de designers. En fait, c'est l'inverse. Et là, j'arrive pour la deuxième partie de mon phrase initiale. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Donc, comment combiner le principe de ces deux sujets pour offrir de bonnes expériences en production. Et là, quand on parle des principes, c'est les principes qui vont bien avec n'importe quel framework agile que vous êtes habitué à travailler. Genre, les plus connus, c'est Scrum. Qui bosse un Scrum ici? Qui bosse un Lean, Kanban, par exemple? Qui bosse un Waterfall? C'est les traditionnels. Personne? Super, c'est bien. Déjà, c'est un bon démarrage. Mais c'est des principes qui vont bien avec quelques frameworks, n'importe quelle recette de comme une équipe doivent se comporter et bosser, etc., etc. Les premières, déjà, c'est travailler dans les petits cycles. Normalement, c'est un truc comme ça qu'on voit. On passe un mois pour faire la découverte et la recherche. Après, on passe 4 semaines pour faire les sketchs, pour faire les designs. Après, on a 4 semaines pour développer et délivrer. J'ai mis deliver, désolé, c'est en anglais. C'est mauvais anglais, je pense. C'est en franglais. Ne vous inquiétez pas, ça va. Et en plus, c'est la mauvaise façon de faire, donc c'est pas grave. Je vous invite à penser comment est-ce qu'on peut faire peut-être, au lieu de faire des 4 semaines de découverte et recherche, par exemple, on fait le petit cycle. À chaque une semaine, à chaque 2 semaines, à chaque 3 semaines. Si on arrive à faire un cycle complet dans une période courte de temps, c'est déjà l'idéal. Il y a un truc qui est intéressant ici, si on regarde là-haut, c'est linéaire, et en bas, c'est un cycle. Donc, aujourd'hui, quand on voit quelqu'un présenter, normalement, c'est un cycle, parce qu'on doit penser, bon, ça va finir, mais après, ça va démarrer. On va voir un exemple de ça juste après. Faire moins, plus souvent et en équipe. En anglais, c'est do less, more often. Et en fait, combien de fois qu'on a passé, c'est un peu la même chose, combien d'argent on dépense pour faire la grosse recherche, pour faire des focus group, pour passer des semaines en train de faire des choses. Et après, au milieu du chemin, on oublie même qui c'est l'utilisateur. Donc là, je vous donne un exemple, par exemple, de comment on peut faire cette partie des recherches d'une façon plus rapide peut-être, mais pas rapide, c'est pas les bons mots, mais plus optimisée avec les papiers et crayons. Donc ça, c'est un exemple c'est un type de persona que j'aime bien, c'est les proto-personas. Qui connaissait, a déjà entendu parler de cela? Bien, nickel. Je n'ai pas besoin de vous expliquer. On peut faire cela en 15 minutes ou on peut faire ça dans une journée. Ça dépend de la quantité d'informations que nous avons par rapport à nos clients. Si on a peu, c'est pas trop grave parce qu'on va mettre en place nos assumptions, les choses qu'on croit.
Et on va valider dans les fins du cycle, c'est peut-être dans les fins de la semaine ou les fins de la semaine suivante. Et si on fait de mistakes, de la merde, si on fait des erreurs, pardon, excusez-moi, si on fait des erreurs, c'est pas grave, on va les corriger, on va apprendre avec ça. Ça, c'est un exemple d'un premier prototype qu'on a sorti chez Leroy Merlin au Brésil. J'ai bossé avant de venir en France. Ça, c'est un... Je sais pas esquisser un papier, hein. Je suis dégueulasse pour ça. Mais le seul principe qu'on avait mis là, on dit, bah, les moins qu'on doit faire, c'est les textes, pas celui-là, mais les textes doivent être lisibles. Et au moins, les gens vont comprendre ce qui c'est, ces trucs qu'ils sont en train de voir. D'abord, sur toute la façon de conduire l'entretien ou des tests utilisateurs, c'est bien, on va déjà ramener la discussion sur un point confortable et mettre à l'aise les personnes qui font les tests, puis lui faire comprendre que c'est pas grave ce qu'il va voir, c'est pas un truc fini, on va pas mettre ça en prod, mais ça va nous aider vachement à dépenser moins de temps à faire un truc comme ça, tu vois. Je rigole parfois, je dis, bah, putain, on a pris 3, 4, 5 jours pour faire un truc comme ça, faire, changer, tester et valider, et après on a pris 3 heures pour faire ça. Parce qu'on a bien vu un design system qu'on vous avait présenté, on avait tous les composants qui étaient déjà prêts, on a dit, putain, là c'est le mettre des concepts de vrai design. On avait toutes les règles, les margins, les padding, on avait tous les boutons, la typographie, bon, les pictogrammes, les icônes, etc. En fait, ça c'était la partie opérationnelle, très important. Au fond de ça, on a encore testé. Et là, on a testé, on a pu faire par exemple le test remote avec des magasins qui étaient loin, qui n'étaient pas juste à côté de nous. Bon, donc on a pu faire un truc beaucoup plus quantitatif aussi. Et les papiers et crayons ont été un vrai composant dans cette équation. Les shared learning, j'ai dit que c'était le seul en anglais, désolé. Comment je peux dire ça en français? Voilà, merci Simon. Partage des savoirs. Donc, ça, c'est une étude qui a, c'est la plus grande que la mienne, mais il est très, très, très fort sur les concepts du UX. Je rigole parfois, c'est l'esprit brésilien. On fait des blagues avec, il n'y a aucun sens avec, mais ça va aller. Ça va bien. Donc, si tu arrives à mettre en contact ton équipe et les utilisateurs au moins 2 heures à chaque 2 mois, ça va créer une appropriation pour l'équipe. C'est très, très, très valable et que ça va faire facile parfois quand on a besoin de faire un truc, c'est un peu complexe pour coder. Mais les devs, ils ont été avec nous dans les contacts avec les clients. Ils ont compris en fait que ça, c'est un vrai problème et que c'est la façon plus simple pour lui. Peut-être c'est pas la façon plus simple pour nous, mais ça va livrer de valeur. On va parler de valeur ajoutée tout de suite. Participer des rétrospectives régulières. Parfois, on n'a pas dans les rétrospectives les UX. Donc, j'ai déjà vu pas mal des rétrospectives, soit Scrum, soit Kanban, soit les frameworks que vous utilisez. La rétrospective, c'est la partie, je pense qu'il est rituel, un des plus importants de toutes les frameworks d'agilité. Et c'est là où tu peux partager un peu les pourquoi des choses, un peu comment tu as senti, pourquoi c'est important, les contrastes et des informations qui peut-être c'est bidon pour les devs parfois. Je connais les devs qui disent bah, les couleurs sont. Pourquoi tu te fous avec ça? Mec, quelques couleurs, on s'en fout. Et là, on les apprend des choses et au bout d'un moment, au Brésil, on a des devs qui font les confs de UX. Et ils disent bah les gars, je suis un dev. Je vais parler mon expérience avec l'UX et comment j'ai vécu les choses. Et ça fait plaisir de voir les gens qui peut-être ne sont pas censés à participer trop de ça, et en fait ils s'engagent parce qu'il y avait l'inclusion avant par un UX designer qui était sympa. La transparence, par exemple l'accès à la donnée. Tu vois, parfois on n'a pas la donnée suffisante, j'ai déjà vu des projets, c'était que les PO qui pouvaient toucher l'analytics. C'est lui qui ramène la donnée. Je sais pas si c'est le cas pour quelqu'un de chez vous, faut pas, évidemment, pour pas vous exposer. Mais c'est un peu dommage. Donc, faire un combat pour avoir, par exemple, la transparence pour la donnée et faire confiance à tout le monde de l'équipe, soit Presta, soit en CDI, soit je sais pas quoi, c'est pas grave, on travaille ensemble et on doit avoir l'accès à l'information toujours.
Ça, j'aime bien. Les focus, Simon, Mélanie qui sont là, qui bossent avec nous. Bon, on parle beaucoup de ça chez ADO. J'essaie toujours de focus sur les outcomes plus que la fonctionnalité. Là, on parle beaucoup de ça pour les PO, mais parfois on arrive pour les UX, on dit bah provoque d'une façon positive. Eh bien, ben, provoque. Quels sont les problèmes qu'on veut résoudre à ça? Quels sont les changements mesurables des comportements pour l'utilisateur final que tu veux attendre une fois qu'on livre ces trucs? Tu peux les faire réfléchir pour vouloir ajouter des choses. Tu vois? C'est pas livrer pour livrer. On va parler aussi de ça. Mais là, je vais vous ramener un exemple. Il y a un canvas qui est aussi dans les bouquins LeanUX, qui en fait, on croit, un autre slide en anglais, excusez-moi. On croit qu'on va attendre cette business outcome, X, si cet utilisateur, Y, va pouvoir attendre Z, là, avec cette feature, cette fonctionnalité. Plus clair. Par exemple, on a Tesla et on croit qu'on va monter 30% sur les ventes si nos clients qui n'ont pas l'expérience des voitures électriques peuvent éliminer l'anxiété des distances comme une excuse pour ne pas aller électrique. Et on va utiliser la feature des prédicteurs des distances et planificateurs des trajets. Peut-être que ce n'est pas la bonne feature. Mais si on a la visibilité sur cela, je pense que là, vous-même, si on fait un exercice de 3 à 5 minutes, on peut remplir cet espace avec des post-it, avec plein d'idées qu'on peut avoir pour résoudre ces mêmes problématiques. Vous voyez? Donc, plutôt l'outcome au lieu des fonctionnalités. Aussi parce que, je ne sais pas si vous avez déjà vu cette étude, il n'est pas nouveau, mais c'est pas grave parce que je crois que c'est encore actuel. 64% des fonctionnalités qu'on livre ne sont pas utilisées. Merci Microsoft. Quelqu'un de Microsoft ici? Je les adore. Non, je rigole. Bon, bref. Je rigole pas. On doit focus nos efforts, notre énergie, notre état, notre tête là. Les choses qui sont utilisées toujours, les choses qui sont utilisées parfois, non, souvent, merci. Et les choses qui sont utilisées parfois. Plus ça, au lieu de ça. Peut-être que ça, on va faire une fois dans la vie, parce que c'était un truc juridique. Et si on fait pas, on est, bon, on sait bien. J'aime bien les juridiques, je suis marié avec un avocat, donc ça va aller. J'ai le droit de faire des blagues. Ou pas. Voilà. Donc plutôt se focus sur les choses qui sont plus importantes. Ça va nous aider aussi avec la partie suivante, je crois. Est-ce que vous connaissez cette jeu de mots, le BDUF? En fait, au Brésil, et je crois qu'aux États-Unis, on utilise ça comme un verbe et aussi comme un adjectif. C'est les Big Design Up Front. Et on a dit, bah là, on est en train de bédouffer. Hein. Arrête de bédouffer, mec. Donc, c'est quand on va travailler beaucoup sur une chose avant de classer même en priorité. Ça n'arrive jamais avec nous. Hein. Chez ADO, jamais. En fait, tous les concepts de déchets ils ne sont pas aussi visibles avec les équipes digitales qu'avec les équipes physiques. C'est-à-dire, on travaille dans on est commerçant des matériaux de construction. Si on fait les mauvais choix pour les produits, notre warehouse, notre entrepôt, il est rempli et on voit, on dit putain, le gâchis d'argent il est là, hein. On ne vend pas ces produits. Au Brésil, on avait une collection de produits qui avait 10 ans de stock. J'ai dit, bah, bravo à ceux qui ont acheté tout ça. Hein. Bon travail. Mais en fait, chez nous, on a la même chose. La différence, c'est qu'on ne les voit pas. Un truc qui est intéressant, c'est les plus qu'on a des designs, des fichiers Sketch, des fichiers Figma, les plus on a des designs, des fichiers Sketch, des fichiers Figma. Pareil sur les codes.
Les plus qu'on a des lignes de code, les plus on a fait écrire en dev. C'est pas égal valeur ajoutée. Par contre, les plus des customer value utilisateur, pas trop, customer value, voilà. En production égale valeur ajoutée, mais plutôt que ça égale connaissance. On va savoir si ça ajoute de valeur ou pas, mais au moins on sait. Bien sûr qu'avant on fait les tests, etc. Ça va revenir. Prioriser les hypothèses à tester. Parce que là, quand on parle des tests, c'est vrai que ça peut devenir complexe. Comment est-ce qu'on va savoir? Est-ce qu'on doit faire tout ce travail, de travailler tout le monde ensemble dans la même user story, dans les mêmes outcomes, tout le temps, dans chaque sprint? Peut-être que oui, et peut-être que pas. Ça dépend de vos réalités. Il y a un truc pour vous aider à bien prioriser les hypothèses, qui c'est organiser les tests. Et là, j'ai mis un espace, ça peut être les tests utilisateurs, ça peut être les tests AB, ça peut être les tests d'intrusion, ça peut être n'importe quel type de test, d'entretien, des faux, etc. Mais pour les problèmes plus importants du backlog, par rapport à vos connaissances actuelles. Par exemple, nous avons toutes les choses qui ont une haute valeur perçue, les choses qu'on croit qui ont une grande valeur ajoutée, les choses qui ont une bas valeur perçue, les choses qui ont un haut risque, un risque élevé, et les choses qui ne sont pas du tout risquées. Par exemple, si on a un haut risque et un bas valeur perçue, peut-être, je ne dis pas que c'est la règle, un exemple, un truc juridique, il peut être là. On ne voit pas les valeurs ajoutées, mais ça peut casser la boîte si on n'a pas ça dans les sites ou dans l'application ou dans les services. Bon. Un truc qui n'est pas risqué, il n'est pas de valeur ajoutée, je pose la question pourquoi est-ce qu'on le fait? C'est un truc que j'aime bien, c'est pas parce qu'on peut faire qu'on doit le faire. Donc ça, c'est une phrase que j'aime bien. On a les choses de haute valeur perçue et qui ne sont pas du tout risquées, bah allons-y, on fait. Passe. Mettre pour l'équipe, on va esquisser un trou. On fait passer, quick win, bien, teaching, les agents qui arrivent ou les satisfactions clients qui arrivent, etc. Et là, hello. Donc, les choses qui ont un haut risque et un haute valeur à ajouter, qui ont quoi? Ça, on les teste. On les teste. Peut-être, parce qu'il y a une chose que j'aime bien, c'est que les choses ne sont pas statiques. Donc, un truc il est là, on le fait parce que c'est risqué. Mais peut-être qu'il peut venir ici, dans un moment donné, les choses, elles peuvent changer. Hein. C'est pas toujours. Et peut-être un truc qu'on croyait que c'était très 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 fort, en fait, il n'y a aucun risque, il n'y a aucun valeur ajoutée. Mais c'est pas grave, on a appris. Et là, on parle toujours des build, measure, learn. Je sais pas du tout, c'est mesurer et apprendre. Les build, c'est build aussi en français. Construire. Désolé, hein, c'est voilà. Mais c'est les concepts basiques de Lean Startup. C'est pour ceux qui connaissent Lean Startup, toujours, on va construire, on va mesurer, on va apprendre et on réitère. Donc c'est un cycle. Aussi, la partie qu'on a parlé au début. Tous ces principes, ils sont valables n'importe dans quelle méthode, framework qui vous travaillez sur. Ils sont valables sur n'importe, je vais faire une correction, ils sont valables pour n'importe quelle méthode agile ou concept d'agilité, ou mindset d'agilité, comme vous voulez. Parfois, c'est pas très vrai dans les projets traditionnels, dans le cycle en V, mais on a eu des exemples où on a utilisé déjà dans un projet en cycle en V. C'était très, très, très rigoureux dans mon carrière. Et ce qu'on a fait, on a dit, bah, OK, la partie UX, on va la tester. Donc, on va faire des esquisses, on va tester avec l'utilisateur final, on va bien valider notre mode pirate avec les éditeurs. On dit, bah, écoute, est-ce possible de faire? Ça va? Ça existe? OK. Et là, dans notre phase de la cascade, de waterfall, on a dit, bon, au moins, on a réduit un peu les risques s'ils arrivent à développer exactement ça d'ici 35 années. Mais quand même. Et une phrase pour finir, qui j'aime bien, c'est de Jake Knapp. Qui connaît les bouquins de Jake Knapp, Design Sprint?
Voilà, c'est un bouquin que je recommande beaucoup à lire. Qui en fait n'est pas perdre de temps dans les réunions sans fin. Oui, j'ai cherché la camaraderie dans un événement de team building dans un bowling, mais travailler ensemble pour créer quelque chose qui importe pour de vraies personnes. C'est la meilleure utilisation de notre temps. Parce que là, on ne parle pas aussi de valeur ajoutée pour la boîte, on parle beaucoup aussi de ce qu'on fait chaque jour. Je sors de chez moi, je laisse mes chats, mon épouse chez moi pour faire un truc que j'aime pas. Bon, ça ne me va pas trop, donc il faut arriver à faire un boulot que j'aime bien. Et avec les équipes qui peut-être ne sont pas mes meilleurs amis, mais on arrive à se comprendre, on se maille bien et ça va aller. Et je crois que l'apprentissage, c'est important pour augmenter l'efficacité. J'ai cherché ces mots en français, la différence entre effectiveness et efficiency. Est-ce que vous connaissez? Voilà, efficience, efficacité. Donc là, on fait tout bien, mais peut-être qu'on n'ajoute pas de valeur. Et là, en fait, on bosse bien pour les valeurs ajoutées. J'ai appris que les Français sont plutôt dans ces parties-là, donc c'est bravo pour vous. Voilà. Je vous remercie. Et là, je pense qu'on a quelques petites minutes pour des questions. Ça va faire plus speed. Là, c'est les QR codes pour mon LinkedIn. S'il vous plaît, ajoute-moi. J'aimerais bien avoir votre feedback après, si vous voulez changer. On a des posts chez ADO, et voilà. Ok, merci beaucoup. Est-ce que, est-ce que tu peux répéter juste la première partie? Ouais. Ouais. Il y a plusieurs exemples. Par exemple, au Brésil, on faisait des choses on était juste à côté des magasins, donc on avait accès à les clients et à les collaborateurs. Donc au moment qu'on esquissait quelque chose, on avait déjà un accord avec les directeurs magasins pour dire, bah, écoute, parfois on va mettre la chemise de Leroy Merlin et on va arriver pour tester les choses. On va pas venir les samedis, les dimanches, t'inquiète pas, on va venir dans la semaine, parce que, mais parce que les dimanches et les samedis, il y a plus de monde dans le magasin. Donc on fait le mode guérilla, on arrivait dans le magasin, si on était en train de bosser sur un truc de, je sais pas, des cuisines, on restait en train d'observer les clients dans les cuisines ou les conseillers des ventes, etc. On peut faire les recrutements par les sites internet. Donc, on a utilisé Hotjar. Je ne sais pas si vous connaissez. Il y a un feature de recruitment, voilà, qui nous permettent de mettre un message sur les sites, dans la page qu'on veut, sur les dispositifs qu'on veut, pour demander les gens de participer sur un test. Euh, donc on a fait ça et c'était un test en remote qu'on avait fait en utilisant, je crois que c'était Usability Hub. Euh, il y a des façons pour de faire appel à les cabinets de recrutement et de donner un peu les profils. Et du bah écoute, on va faire une journée avec 5 utilisateurs. Donc pour ceux qui ont déjà lu les bouquins Design Sprint, les Rule of Five, de tester avec 5 personnes pour permettre, c'est pas dans les bouquins, ça, il y a des liens pour l'article qui a été fait, mais ça permet vous d'avoir la connaissance de jusqu'à 75% des choses que tu dois améliorer. Après, ils ont mis à jour et après quelques séances, tu arrives à 30%. Mais déjà, c'est pas mal. Donc, au lieu de faire une séance de une semaine avec 15 personnes, peut-être qu'on fait la première avec 5. On travaille sur ce qu'on a appris. On fait la deuxième avec 5. On travaille sur ce qu'on a appris et la troisième avec 5. Il y a plusieurs façons de le faire. Des plus improvisés, genre, on va y aller dans les bâtiments et on va parler avec les clients. Là, il y a des règles aussi à suivre. Genre, ne pas embêter les conseillers des ventes pendant 1 heure, en tant qu'il y a des clients qui attendent là-bas. Donc, à chaque fois qu'on voit les clients, on dit bah écoute, vas-y, mec, fais ton truc là, et après on continue. Euh, et puis la partie plus structurée, qui s'appelait un cabinet, et payer pour chaque personne qui va venir, et bien faire un ciblage, et dit bah on fait cette profil, cette profil, cette profil. Donc ça dépend. Le plus important, c'est le principe de faire ça de façon courante et pas une fois chaque 6 mois. Non,
Merci à tous. Merci à tous pour être venus. Et puis, merci aux intervenants. Merci à Sidi, Romain, Olivier et Thiago. Pour ceux qui veulent, il y a quelques bières et quelque chose à grignoter. Merci à vous.